Certaines fictions, comme Buffy, The Vampire Slayer ou Scott Pilgrim vs. The World, se prêtent bien à ce que j'appelle l'analyse de la métaphore, c'est-à-dire à décortiquer un message caché derrière un symbole. Scott Pilgrim évolue dans un monde semblable aux jeux vidéo, car c'est ainsi qu'il voit son univers. C'est un narrateur biaisé par cette approche, ce qui est d'autant plus visible dans la BD dont est issu le film. Nous apprenons après coup que certaines des aventures de Scott ne se sont pas produites comme il l'a raconté. Dans Buffy, chaque monstre symbolise un obstacle. Il suffit de comprendre ce que signifie le symbole pour décoder l'œuvre. D'autres fictions vont plutôt inventer un monde si complexe et crédible qu'entrer dans la métaphore est difficile, voire impossible. Les auteurs nous plongent dans un monde imaginaire comme s'il était bien réel et nous le racontent plutôt que de s'en servir comme outil pour faire passer leurs idées. C'est le cas de Lestat le vampire, qui fait passer un message subtil tout en conviant à explorer le monde nocturne des vampires. Ce roman est si riche que même en vous révélant l'intrigue en détail, je ne vous gâcherai pas 99% de son intérêt. Pas besoin non plus d'avoir lu le tome 1 des Chroniques des vampires pour apprécier celui-là, même si c'est à la fois une préquelle et une suite. J'ai lu ce roman en anglais, donc toutes les traductions que je vous donne par la suite sont de mon cru et pas forcément les mêmes que dans le roman en français. Le vampire Lestat, qui sommeillait dans la terre, est réveillé au XXe siècle par un groupe de musique de rock. Il prend la tête de la bande dans le but d'attirer les autres vampires en se faisant connaître. Il nomme le groupe Lestat le vampire et publie son autobiographie sous le même nom que nous tenons entre les mains. Il y révèle tous les secrets du monde vampirique, ce qui est interdit, et se fait donc attaquer lors de son premier concert. Entre son éveil et le concert, Lestat revient sur sa vie et nous apprend comment il est devenu un vampire et comment il a découvert l'origine du monde vampirique. Ce roman aborde de nombreux thèmes inhérents aux histoires de vampires. La mort, et donc la peur et le deuil, l'éternité et la solitude affiliée, la notion d'humanité et de monstruosité via le meurtre et les dilemmes moraux. Cependant, ce roman ne fait pas des vampires une tentation monstrueuse et partiellement sexuelle comme dans le roman Dracula de Bram Stoker. La thématique du sexe n'est abordée que superficiellement par les relations entre Lestat et son amant, de même qu'entre Marius et Armand lors de leur vie mortelle. Les vampires ne sont au contraire plus soumis aux pulsions sexuelles et même la relation pseudo-amoureuse entre Lestat et Gabrielle est présentée comme essentiellement spirituelle. Les vampires ne sont pas non plus un symbole de mal absolu ou d'impossibilité d'évoluer comme dans Dracula ou la série Buffy. Anne Rice prouve au contraire à chaque page que sa vision transcende les notions chrétiennes de bien et de mal. Car Lestat est également un roman historique, et que par conséquent, il ne peut dégager de raison objective d'avoir honte du sexe ni d'en faire un objet d'obsession. De même, on ne peut étudier l'histoire humaine sans prendre conscience que les notions de bien et de mal n'existent que dans une culture donnée à un temps donné. Lestat remplit parfaitement son contrat de genre en nous faisant réellement voyager d'époque en époque avec les changements de mentalité afférents. Non seulement nous revisitons notre histoire, mais nous revisitons la notion culturelle d'humanité. Je n'ai pas envie d'entreprendre une analyse approfondie de tous les thèmes du livre, donc je vais me concentrer sur la notion de bien, en commençant par vous présenter son vecteur principal, le protagoniste du roman, Lestat de Lyoncourt. Oh yes! This calls for a celebration. Lestat naît au XVIIIe siècle en France, le siècle dit des Lumières, où pour la première fois depuis longtemps, les humains cherchent le savoir plutôt que la croyance. Ses cheveux sont d'un blond très clair, traditionnellement associé au soleil. Durant sa vie humaine, il souhaitait déjà mettre les injustices et les problèmes en lumière de manière à les solutionner. Techniquement, durant la vie de Lestat, son monde est mort, stagnant, et ce n'est qu'après sa rencontre avec la mort elle-même qu'il trouve la force de le changer. Une fois transformé en vampire, il s'éveille au crépuscule et ne s'endort qu'à l'aube. Il aperçoit le soleil, alors que la plupart des autres vampires doivent impérativement trouver un refuge avant. Sa vitalité et son amour passionné du monde sont également rares parmi les vampires. Symboliquement, Lestat est une figure solaire dans ce monde naturellement nocturne, un flambeau qui attire et fascine les humains et les autres vampires au risque de s'y brûler. La première chose que fait Lestat lorsqu'il devient vampire, c'est de subvenir aux besoins des êtres qu'il aime et de sa famille, auxquels il envoie l'argent dont il vient d'hériter. Gabrielle et Nicolas, en découvrant ses pouvoirs vampiriques, lui demandent tous deux pourquoi il continue de se préoccuper des humains. La réponse est cependant évidente. Lestat, contrairement à eux, ne cachait rien de son vivant. Gabrielle se dissimulait derrière ses livres et, une fois émancipée de toute obligation humaine, ne rêve que de s'accomplir en partant découvrir le monde. Sa transformation est une libération. De même, Nicolas révèle enfin son véritable visage et la souffrance destructrice qui le ronge. Mais Lestat n'a jamais fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Sa transformation en vampire ne l'a pas fondamentalement changé. Cette métamorphose qui permet aux autres vampires de laisser tomber leur masque humain n'a fait que permettre à Lestat d'être encore plus lui-même. Pourtant, Lestat est fasciné par le théâtre, c'est sa passion de la scène qui le pousse à quitter son village et plus tard à sortir de terre pour se réinventer en rockstar. Seul à ne pas porter de masque dans la vraie vie, il trouve cependant insupportable d'avoir à dissimuler sa nature vampirique. Pour lui, le théâtre est un art réservé aux planches. Son unique performance théâtrale en tant que vampire lui sert à révéler sa nouvelle identité sans se compromettre.
Son jeu d'acteur est un miroir du réel, il est la lumière qui révèle la véritable nature du monde. Lestat est un éternel rebelle. De son vivant, il trouve injuste que son père refuse ses idées pour améliorer le quotidien des villageois. Comme il doit se plier à l'autorité de son père et de ses frères, il trouve une échappatoire en protégeant lui-même le village des loups, puis en fuyant rejoindre une troupe de théâtre. Il refuse de se laisser faire par le vampire qui le transforme, même si ce dernier lui offre l'immortalité, et par là même d'échapper à sa plus grande peur, la mort. Il se révolte contre le secret qui l'emprisonne sous terre et décide de révéler au monde l'existence des vampires pour pouvoir s'afficher à visage découvert parmi les humains. Finalement, ce n'est pas la peur de la mort qui terrifie Lestat, c'est la peur de vivre mort, la peur de ne pas agir ni interagir avec le monde. La notion de justice est également très forte pour lui. Lestat est atterré d'apprendre qu'à une époque on brûlait les sorcières, évidemment innocentes. Il est révolté par le fait que les lois humaines veuillent se substituer à une justice objective dans le but d'obtenir le pouvoir sur les autres. Sa rencontre avec Armand et ses sbires en est révélatrice. Ces vampires christianisés, parce qu'ils pensent être des démons envoyés par Satan, veulent l'empêcher de vivre en dehors de leurs croyances. Ils ordonnent à Lestat de suivre leurs règles, car il sera, sinon, puni par Satan. Et lorsque Lestat leur rétorque que visiblement ce n'est pas le cas, ils répliquent en essayant de faire justice eux-mêmes. Lestat est bien un de ces esprits libres issus du XVIIIe siècle qui naviguent hors du carcan étriqué des conventions sociales et des croyances religieuses pour se rapprocher du réel. Le début du roman annonce sa toute fin. Le personnage de Lestat est défini comme capable d'accomplir des exploits sans mesurer leur ampleur. Humain, il part chasser seul une meute de 8 loups qui, affamés, attaquent le bétail de son village. Ses chiens meurent, sa jument meurt, lui-même, dans le sang et la neige, est en passe de mourir. Anne Rice décrit la scène de manière à ce que même une personne blasée par les invraisemblances des films d'action de notre époque comprenne à quel point sa victoire est improbable, et qu'il ne survit que grâce à son ingéniosité et sa détermination. Exceptionnel chez les humains, Lestat fascine même les vampires millénaires qui l'admirent et le craignent. Marius, qui a été transformé dans des conditions similaires à Lestat, n'est qu'une sorte de brouillon abouti qui ne parvient cependant pas à accomplir les mêmes exploits. Tous deux blonds descendants des Gaulois, ils sont sélectionnés presque scientifiquement pour être transformés en vampires contre leur gré, l'un pour son savoir, l'autre pour sa passion, et le sont tous deux par une figure similaire. Le vampire qui transforme Marius est âgé, faible, presque mourant, comme le créateur de Lestat qui, physiquement, ressemble symboliquement à la mort elle-même, édenté et les yeux caves. Ces créateurs périssent dans les flammes ensuite. Ces nouveaux vampires partent tous deux à la recherche de leurs origines vampiriques, et pourtant seul Lestat parviendra à éveiller l'ancien monde. Lestat est révolté par les injustices, passionné par la vie et résolu à se battre jusqu'à son dernier souffle. Épuisé, il se replie sur lui-même comme après son combat avec les loups, ou s'enfonce sous terre pour oublier sa peine. Lorsqu'il reprend ses esprits, il est plus déterminé que jamais à profiter du monde. S'il est rejeté par ses frères de son vivant et par les vampires ensuite, c'est parce qu'il les ramène à leur médiocrité, à leur existence fade et sans but, parce qu'il leur montre ce qu'ils pourraient être s'ils se résolvaient à en faire l'effort. Humain, il débordait d'humanité. Vampire, il réveille l'essence même du vampire. Tête brûlée, presque farceur dans ses tentatives répétées de provoquer les événements, Lestat canalise l'esprit des divinités savantes et malicieuses des temps anciens, Hermès, Loki. À la fois détesté et adulé par ses semblables, il provoque les événements et parfois s'y brûle les ailes. C'est le souffle de vie dans son monde mort, une créature hybride appartenant aux deux mondes. Son malheur est de vivre dans un monde sombre où sa famille, puis les confréries vampiriques préfèrent rester ignorantes et refusent le changement. Même son amant lui reproche cette vitalité et jaloux de sa facilité à accomplir ce qui serait impossible à d'autres et envieux de son énergie positive. Sa franchise et sa témérité flamboyante finissent cependant par payer, puisqu'à la toute fin du roman, on apprend que les personnes qu'il aime le plus au monde viennent risquer leur vie pour sauver la sienne. Have you said your goodbyes to the light? Anne Rice part du trope du vampire gothique tel qu'on le connaît. Lestat est un aristocrate, pauvre, né au XVIIIe siècle, peu avant la Révolution française. Comme moi, lectrice occidentale élevée dans une culture imprégnée de christianisme, il présuppose qu'un vampire est une créature diabolique. Cependant, il est déjà athée et malgré la superstition dans laquelle il baigne, il finit par prendre conscience qu'être un vampire n'implique pas d'être mauvais en soi. Il décide donc de se nourrir essentiellement auprès des bandits et des truands, suivant sa propre morale. Il reste donc un meurtrier, mais participe à l'amélioration du monde selon ses critères. Par de nombreux aspects, Lestat incarne un idéal de bien plus complexe que la dichotomie chrétienne. Parce qu'il est illettré et que le savoir lui a été refusé durant sa vie humaine, Lestat est assoiffé de connaissances. Dans sa quête, il apprend la genèse des vampires, qui à l'époque étaient vus comme des divinités lunaires. Au tout début du monde vampirique, il n'y avait pas les notions de bien et de mal qui sont apparues avec les religions monothéistes. La croyance païenne se focalisait sur une interaction avec les forces de la nature et des tentatives rituelles de les contrôler pour en obtenir des faveurs. Lestat découvre donc qu'effectivement, les vampires ne sont pas des êtres mauvais par nature, et que, comme les êtres humains, ce sont leurs actes qui les définissent.
De là émerge une nouvelle idée de bien et de mal. Ce qui est mauvais l'est en fait de manière relative à une norme, une règle, une loi. Violer la loi est mal, mais aussi tout ce qui peut y inciter. Au contraire, se conformer aux règles est considéré comme bon. Cette dichotomie monochromatique implique de combattre le bien ou le mal, de choisir un camp, comme si ces notions étaient réelles au lieu d'être dogmatiques et subjectives. Elle est facile d'accès aux masses humaines et aux vampires ignorants tels que Armand, mais rejetée par les personnes éduquées comme Gabrielle, qui est la première porteuse de ce discours. Marius complète cette approche du monde par son savoir millénaire. Il a vu des religions naître et mourir. Par conséquent, il sait que les croyances sont caduques et que même celles qui sont vivantes à présent finiront par laisser place à d'autres religions. Par exemple, le christianisme s'est approprié les religions païennes en diabolisant leurs croyances et en superposant ses propres rituels sur ceux des anciens cultes. Pourtant, il nous en reste quelques bribes comme les fêtes de Noël ou d'Halloween qui se sont substituées notamment aux Saturnales romaines et aux Samhain celtes. Anne Rice va plus loin en imaginant, par le biais de Marius, qu'il pourrait un jour exister un monde sans religion et sans croyance de bien et de mal. Cependant, elle ne va pas jusqu'à affirmer que cela est vraiment possible, car dans son roman, même les vampires capables d'accéder à la connaissance forment en grande majorité des foules superstitieuses, attachées à des lois anciennes et tout aussi incapables d'évoluer que les êtres humains. Seuls quelques êtres exceptionnels comme Marius ou Gabriel sont susceptibles d'atteindre ce niveau spirituel, tels des philosophes sur le chemin de l'illumination. Ce constat n'est cependant pas aussi pessimiste qu'on pourrait le penser, car l'espoir ne réside pas dans l'évolution d'un homo sapiens jusqu'à ce qu'il devienne effectivement sage et savant, mais dans le retour à l'innocence, qui consiste, selon Marius, à ne plus s'appuyer sur l'illusion, non seulement religieuse mais humaine en général. Il s'agit de voir le monde tel qu'il est plutôt que tel qu'on souhaiterait qu'il soit. Cette idée est développée tout au long du roman de manière plus ou moins implicite. On sait notamment que les jeunes vampires sont fascinés par le monde dès lors qu'ils sont capables de l'appréhender avec leur nouveau pouvoir. Peu après sa transformation, Lestat reste plusieurs heures en admiration devant le marbre d'un carreau et ne peut s'empêcher de saisir un rat qui court à ses pieds pour en observer les adorables petites griffes. Lestat est amoureux du monde, émerveillé par chaque détail vivant ou inanimé. Par ses yeux, on est amené à penser que le monde est, en soi, d'une valeur extraordinaire et que cette valeur ne passe pas par les considérations humaines. C'est-à-dire que ce monde reste sublime avec ou sans l'existence de notre espèce. Il est tout naturel que Gabrielle, bien plus amoureuse de la nature sauvage que ne l'est Lestat, qui nous reste très attachés, nous donne un autre aperçu de l'avenir du monde humain. Comme ses croyances, il finira par s'effondrer et disparaître. La nature reprendra ses droits sur la ville et s'épanouira sans qu'il ne reste un souvenir de nous. L'espoir ne réside donc pas dans la survie de l'espèce humaine, mais dans la pérennité du monde qui l'entoure. Comme les vampires, nos civilisations finiront figées dans le temps, des reliques immobiles et muettes que nous pourrons admirer sans comprendre. Je n'ai pas abordé un quart des richesses dont regorge ce roman et vous vous doutez bien que je vous le recommande. Si vous l'avez lu, laissez-moi vos impressions en commentaire et dites-moi si vous êtes d'accord avec mon interprétation. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storming